Bonjour et bienvenue sur CML 13 Télévision. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, il s'agit de votre magazine CML chez vous où nous revenons essentiellement sur le principal question d'actualité qui préoccupe la population congolaise. Et donc aujourd'hui, nous allons nous apaisantir sur la question électorale. Si vous êtes d'accord avec moi, après son passage à la tribune des Nations Unies, le chef de l'État, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une interview avec nos confrères de France 24 et la Radio France Internationale où il a affirmé la tenue dans les délais des élections présidentielles et législatives prévues en 2023. Alors, est-ce que en une année et des mois, la RDC est réellement capable à tenir ces élections crédibles, transparentes, libres et apaisées comme l'a soutenu le chef de l'État? Pour en parler, nous recevons pour vous M. Gilbert Mouika. Il est analyste en matière électorale. M. Gilbert, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Sur ces plateaux, je suis avec Nathan Kianza pour animer cette émission. Bonjour Nathan et bienvenue à toi également. Bonjour Tania, bonjour Monsieur Gilbert, bienvenue à vous sur ce plateau de CML 13 Télévision et bonjour également aux téléspectateurs de CML chez vous. Merci de la confiance que vous ne cessez de nous accorder. Alors, avant d'ouvrir notre échange, nous allons planter le décor avec justement cette interview du chef de l'État où il affirme que la RDC va organiser les élections en 2023. Alors, quand j'évoquais la MONUSCO, le départ de la MONUSCO, je crois que les élections seront... En tout cas, moi, je n'ai aucune raison, je ne suis pas à la CENI, mais je rencontre souvent, quelquefois, le président de la CENI. Et parce que je veille à ce que l'accompagnement de l'État soit là, surtout au niveau des finances. Et à chaque rencontre que j'ai avec lui, je lui pose toujours la même question, que j'appelle maintenant question traditionnelle, c'est-à-dire, est-ce que les élections seront organisées dans les délais? Il m'a dit, il n'y aura aucun problème. Donc je n'ai pas de raison de douter de lui, c'est lui l'expert. S'il le dit jusqu'ici, moi, mon travail, c'est juste de veiller à ce que le ministre des Finances fasse le sien aussi en donnant les ressources nécessaires pour faire avancer le processus. Oui. De retour sur ces plateaux, je rappelle que c'est une émission interactive, donc le numéro est déjà affiché au bas de vos écrans pour appeler, réagir et participer à cette émission. Aussi, c'est une émission en bilingue. Monsieur Gilbert Mouika, que pensez-vous du propos du chef de l'État dans lequel la RDC serait prête à organiser les élections dans le délai? Bien. Vous attribuez ces propos au chef de l'État, mais le chef de l'État, lui, s'appuie sur le rapport de conversation avec le président de la CENI, qui est le seul organe qui doit nous amener aux élections légalement. Donc je crois qu'il y a lieu de faire confiance à ce que déclare le président de la CENI au chef de l'État. Et je sais que nous sommes dans un pays où les gens adorent la polémique, mais il n'y a pas lieu d'engager une polémique autour de ça. Le chef est confiant. Il dit que son rôle, c'est de temps en temps lorgner côté finance. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on a donné l'argent? Est-ce qu'on avance? Ce qui est vrai, c'est qu'au début, même moi-même, par moment, j'étais sceptique pour dire que 2023, ça risque d'être compliqué. Mais je me fondais évidemment sur les délais. Vous savez qu'en matière électorale, il y a des fois des délais qui sont incompressibles. Mais quand le président de la CENI dit avec assurance qu'il y aura élection, et il le dit aux premiers citoyens du pays qu'il y aura élection, je crois qu'il y a lieu de lui faire confiance. Et 2023, nous allons y aller. Nous allions y aller et dans le délai. Mais quand on parle de 2023, c'est-à-dire qu'on est dans le délai. Parce que c'est en décembre 2023. Alors, Monsieur Gilbert, d'autre part, il y a monsieur l'ancien président de la CENI qui, lui, plutôt parle d'un consensus. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant les élections, bien sûr. Libre à lui d'évoquer le consensus. Je ne sais pas, il s'appuie sur quels arguments pour aboutir à cela. Mais jusque-là, la CENI ne se plaint pas. La CENI dit plutôt que 2023, on va organiser les élections. Mais est-ce que son calendrier électoral jusque-là, le calendrier ne représentera ou pas de contraintes pour la tenue des élections? Bon, les contraintes doivent être soulevées par l'organe organisateur des élections, donc la CENI. Mais bon, les contraintes généralement c'est du côté des finances.
mais également le timing. Parce que la CENI, il y a par exemple la quincaillerie électorale. Généralement, ça vient de l'extérieur. Et il faut placer les commandes à temps pour éviter que le prix ne gonfle. Parce que si vous allez pour bousculer les gens qui étaient déjà en ordre utile pour recevoir leur production, je crois que ça ne sera pas gratuit. Ça ne sera pas gratuit. Donc, il faut placer les commandes à temps, de telle sorte qu'on soit livré également à temps, le temps de déployer également le matériel à l'intérieur du pays. Nous avons 2 345 000 km², donc ce n'est pas facile. Les contraintes, il y en aura, ça c'est sûr. Mais c'est question simplement que les gens puissent mettre en place une bonne intelligence pour surpasser ces contraintes et de temps en temps prendre des raccourcis. Des raccourcis évidemment qui ne violent pas la loi. Alors tout à l'heure, vous avez dit que vous-même, vous avez été sceptique au sujet de l'organisation des élections, mais est-ce que votre position a changé par le simple fait que le président de la CENI, M. Kadima, a assuré qu'il y aura élection, ou un analyste en matière électorale que vous êtes, vous avez analysé la situation? Non, je fais confiance. Je fais confiance à la CENI. Le chef de l'État s'appuie sur la CENI pour dire qu'il y aura élection en 2023. Mais qui suis-je pour dire que non, il n'y aura pas élection en 2023? Parce que la CENI doit avoir évalué évidemment sa force sur le plan technique, mais également sur le plan financier. Est-ce que je serai en mesure d'organiser les élections? Le président de la CENI va voir l'autorité suprême du pays pour la rassurer, lui dire il y aura élection. Je crois que tout ce qui nous reste là, c'est faire confiance aux déclarations du président de la CENI et commencer déjà le travail. Nous sommes dans des laboratoires maintenant en train de travailler. De l'autre côté, il y a un rapport de la PNUD qui parle d'un scénario. Le rapport dit qu'il n'y aura pas élection en 2023. Je crus entendre le chef de l'État dire que, après avoir approché le responsable de PNUD, qu'il se serait dédié. Il n'a pas confirmé cela, donc ce n'est pas le PNUD qui a déclaré cela. Donc vous rejoindrez l'idée du chef de l'État selon laquelle il y aurait de main noire derrière cette affaire? Écoutez, c'est une bataille. D'abord, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui sera seul contre tous. Lui, il se bat pour la conservation du pouvoir. Les autres vont venir pour lui arracher ce pouvoir, par la compétition électorale. Bon, il y a ce qu'on appelle le fake news qui circule un peu partout. Oui, il y a des fake news, mais on doit faire avec. Est-ce que nous devons suivre le fake news, tout ce qui se raconte dans les réseaux, ou est-ce que nous devons faire confiance à celui qui organise les élections? Demain, si en 2023, décembre 2023, il n'y a pas élection, il reviendra au président de la CENI de nous dire pourquoi il n'y a pas eu élection alors qu'il nous avait donné des assurances. Et dans ce contexte-là, il parle de, justement, le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parle de l'opposition. D'après lui, c'est un jeu de l'opposition congolaise. Mais est-ce que vous pensez que l'opposition pourrait jouer ce jeu-là du moment où eux également veulent que nous y allons, en fait, nous allons aux élections? Le cœur de l'homme. Moi, je leur fais confiance. Je fais confiance également à l'opposition quand elle dit que 2023, il doit y avoir élection. Certainement, ils ont des éléments pour dire qu'il y aura élection en 2023. Alors, contredire Kadima par rapport à ce qu'il a dit, je crois que c'est un peu injuste, parce que c'est lui qui est à la manœuvre. C'est lui. Mais il dit quand même qu'il ne sait pas quand précisément il va rendre public le calendrier, mais il parle de 2 mois. Non, moi j'étais au cadre de concertation avec les partis politiques. Avec les partis politiques. Exactement. J'étais au cadre de concertation, on a posé la même question au président Kadima. Et il a dit non, ne vous en faites pas. Ce qui est important d'abord, c'est que vous ayez comme instrument de travail la feuille de route de la CENI, parce que les étapes les plus importantes, ils sont reprises. Tenez compte de la feuille de route, voyez quelles sont les grandes étapes, préparez-vous en conséquence. Et je crois que le calendrier, c'est peut-être, je ne sais pas si mes souvenirs sont bons, mais je pense que c'est 30 jours avant. Je ne me rappelle pas très bien. Mais sinon, ce qui est vrai, c'est que la feuille de route est déjà là. On travaille avec la feuille de route et nous connaissons les dates déjà.
Maintenant, il faut se référer peut-être à la Constitution pour commencer à déduire. Donc, une démarche en arrière, 3 mois avant, 2 mois avant, qu'est-ce qui doit être proclamé, et ainsi de suite. Et puis travailler. Alors, Monsieur Gilbert Mouika, vous avez ici dit que vous étiez aussi sceptique, mais et maintenant, vous croyez qu'il y aura élection par rapport justement à ce qu'a dit le chef de l'État, parce qu'il dit qu'il a échangé, après avoir échangé avec le président de la CENI, le président de la CENI lui dit qu'il y aura bel et bien élection. Alors, Monsieur Gilbert Mouika, est-ce qu'il faut simplement croire en ce qu'ils disent, ou il faut aussi voir les actions sur le terrain, parce qu'il nous reste pas plus de 2 ans, il nous reste 1 année et demie. Est-ce que vous pensez qu'il y aura bel et bien élection, vous, en tant qu'expert sur des questions électorales? Oui, à l'époque, je crois avoir répondu à une question d'un de vos confrères ici, qui avait demandé si c'était possible. À l'époque, il y avait encore 2 ans. Et aujourd'hui, il nous reste 1 année et quelques mois. Oui, tout à fait. Moi, j'étais sceptique, je me disais, mais écoutez, techniquement, en principe, ça sera difficile. Techniquement, ça sera difficile. Ça, j'avais dit à l'époque. Mais aujourd'hui, évidemment, ma position a évolué, dans la mesure où les autorités qui sont chargées d'organiser les élections nous confirment qu'il y aura effectivement élection en 2023. Et cette déclaration n'a pas été faite devant Gilbert Mouika, cette déclaration a été faite devant le premier citoyen du pays. Donc il y a de quoi lui faire confiance. Pourquoi on va engager la polémique là-dessus? C'est pas question d'engager la polémique, mais on essaye d'évaluer par rapport au temps, monsieur Gilbert Mouika. Et aussi, parce que la question sur l'enrôlement des électeurs inquiète aussi le temps qu'il nous reste. Est-ce que vous pensez que tout cela va se faire? Parce que vous avez aussi évoqué la question logistique, le matériel et autres. Est-ce que vous pensez qu'avec ces temps qui nous restent, ce sera probable? Parce que nous ici, on vous prend comme analyste sur des questions électorales. Oui, c'est pourquoi il faut éviter la polémique. Voilà. Le temps qu'il nous reste déjà pour l'enrôlement des électeurs. Ça prend combien de mois la CENI, je crois, a prévu jusqu'au mois de mars. Ça commence en novembre, décembre, mais jusqu'au mois de mars, on aura fini. Est-ce que vous pensez que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans 3 mois, on pourrait finir ça? Mais ce n'est pas une même personne qui commence à enregistrer à Kinshasa et qui va continuer jusqu'à la dernière province. Ce sont des équipes qui sont organisées, formées pour cela. On va déployer ces équipes certainement dans toutes les provinces, et on va lancer l'opération certainement au même moment, et on attendra les résultats. Le chronogramme, ce n'est pas moi qui ai fait le chronogramme de la CENI, c'est la CENI qui a fait son chronogramme. Oui, M. Gilbert Mouika, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, des 1345 km comme vous avez évoqué ici, est-ce que vous pensez que dans 4 mois, les déploiements de matériel, les déploiements des agents qui vont faire ce travail, vous pensez que dans 4 mois, ça va prendre fin? Mais toutes les dispositions, je crois, sont prises, parce que le grand problème, c'est pour les coins qui sont très reculés de la République. Voilà, et surtout qu'on a connu ce problème pendant le temps de Kabila. Il y a ce qu'on appelle des hubs. Peut-être on va déployer le matériel à partir de Lubumbashi, à partir de Kisangani, à partir de Kinshasa. Ça dépend. Et puis le grand problème, évidemment, c'est avoir la sagesse de prépositionner le matériel, pour que ça ne soit pas très loin des endroits du dispatch. C'est cela le problème. Alors, je crois qu'on a déjà terminé pour le site d'inscription. Je crois on doit avoir terminé ce travail-là. Bon, le déploiement matériel, les dispositions vont être prises, ça c'est sûr. Vous parlez de mois, combien de temps ça va prendre? Les gens qui étaient là avant, ils ont procédé à l'enrôlement pendant combien de temps? Et pourquoi vous voulez que rien que l'équipe Kadima puisse prendre, pour l'équipe Kadima, ça puisse prendre plus d'1 année? Pourquoi? Vous voyez également, à l'époque, il y a une jurisprudence qui existe. En combien de temps ils ont fait l'enrôlement? Et cette année, c'est en combien de temps? En ce moment-là, vous allez répondre à la question de savoir si oui ou non, ça sera réalisable. Et la diaspora aussi, y compris dans ces 4 mois. C'est au même moment. Quand on commence l'enrôlement ici, au même moment également, dans les 5 pays qui ont été retenus, je crois, l'enrôlement également va démarrer, il n'y a pas de souci. Alors, M. Gilbert Mouika, il faut calmer la population. Alors, est-ce qu'ici, il faut simplement croire en la parole de Denis Kadima, surtout d'ailleurs, lui qui se plaignait à un moment qui n'a pas reçu aussi de l'argent de la part du ministère de Finances? Est-ce que vous pensez qu'on peut croire en sa parole? Évidemment, c'est vous qui posez des questions, mais la déclaration du chef de l'État date de quand? Alors, si Kadima s'était plaint à l'époque qu'il n'avait pas encore les moyens financiers, mais je crois que ça, c'était avant la déclaration du chef de l'État. Mais après ça, Kadima a vu le chef de l'État et il lui a rassuré que ça va avoir lieu. Donc certainement, on a décanté la situation parce que le chef vient de dire tout à l'heure, c'est vous qui avez passé l'élément, que lui, son rôle, c'est notamment de veiller, côté finance, si tout se passe bien. Et le chef Pourquoi vous voulez faire confiance à qui?
Parce que l'organe qui est habilité à organiser les élections à la République démocratique du Congo, c'est la CENI. Le chronogramme, c'est la CENI qui détermine. Les calendriers, ça va venir. Mais la feuille de route est déjà là. Pourquoi vous ne voulez pas faire confiance à la CENI? Mais M. Gilbert Moïka, le chef de l'État, dit il n'a pas raison de douter sur Denis Kadima parce qu'il est expert, mais du côté de l'opposition, M. Denis Kadima a été contesté à plusieurs reprises. Est-ce que vous pensez qu'aller aux élections avec une partie qui conteste le président de la CENI et du côté du chef de l'État qui croit en lui, est-ce que vous pensez que ces élections seront transparentes et crédibles? Mon cher frère, 2006, 2011, 2018, dites-moi, quel est ce président de la CENI qui a déjà fait l'unanimité? Tous ceux qui passent président de la CENI, ils sont toujours contestés. Mais, en dépit de la contestation, les élections s'organisent. Vous voulez que Kadima, pour lui, c'est Jésus-Christ, donc pas de contestation, c'est à l'unanimité, on l'accepte. Moi, à l'époque, j'avais également douté. J'ai dit, mais il vient d'où? Parce que ce nom-là, je n'avais jamais entendu dans les circuits électoraux de notre pays. Tu m'as donné Kadima, il vient d'où? Je vous ai dit qu'il y a 2 semaines, j'étais au cadre de concertation au Palais du Peuple. Je l'ai vu pour la première fois. Je l'ai entendu parler. Je n'exagère pas. Nous avons un expert maintenant à la tête de la CENI. C'est presque... Lui, c'est presque, je n'exagère pas, Malou et Nanga mélangés. C'est un grand expert. Je l'ai entendu. Un expert électoral, quand il parle, il faut suivre. Parce qu'il y a une sémantique électorale aussi. C'est comme un pasteur qui prêche dans l'église, il ne va pas vous prêcher avec des paroles de rue. Et donc, c'est pour dire que nous n'avons pas à nous inquiéter. Non, pour Kadima, je crois que... Je vais ma main sur le corps. Je crois que nous avons un bon président de la CENI. Alors, monsieur Gilbert, qu'est-ce que vous avez retenu de lui qu'on peut essayer de partager avec vous ici ensemble sur ce plateau pour que vous puissiez croire aujourd'hui qu'il est le mélange de Malou et Corneille Nangaa? Non, d'abord le confort, parce qu'il y a eu des questions qui étaient ennuyeuses aussi des fois. Le confort. Vous sentez qu'il n'est pas agité. Vous sentez qu'il a la matière. Et rien que par cet aspect, à travers cet aspect des choses, il vous rassure. Puisque un président qui est agité, il dit non, je ne sais pas, mais on verra. Vous allez vous dire non, ça c'est pas sûr. Et c'est quelqu'un, quand il parle, il ne se dédie pas. On lui a même posé la question, on dit mais en principe vous devez démissionner. Parce que... Il dit non, je vais démissionner pourquoi? Vous êtes de l'opposition. C'est quelqu'un de l'opposition qui avait posé la question. Vous voulez que je démissionne alors que moi j'ai été désigné là-bas par, comment est-ce qu'on appelle ça, par la composante confession religieuse, et toi tu n'es pas concerné par cette composante. En vertu de quoi tu vas aller contester cela? À toi Kadima, il est bien, il est à son poste. Il est à son poste. Cette élection ne peut pas être contestée. Cette élection ne peut pas être contestée ici. L'élection du président de la CENI. Mais je ne vois pas pourquoi on va contester cette élection. Pourquoi? Très bien. Alors, M. Gilbert Moïka, le chef de l'État dit aussi qu'il regarde ses réalisations. En tout cas, il va battre à plate couture ceux qui seront en face de lui, parce qu'il a réalisé autant de choses. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il a confiance simplement au président de la CENI, ou c'est parce qu'il a sur le terrain réalisé de grandes choses? M. Gilbert Moïka. Attention. Le chef de l'État n'a pas dit qu'il va battre les autres candidats parce qu'il a confiance au président de la CENI. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il va gagner aux élections de 2023. Ça n'a rien à faire au regard notamment de ses réalisations. C'est ça qu'il a dit. Mais est-ce que vous avez déjà vu un candidat à un poste quelconque, un poste électif, dire que bon, je me porte candidat pour échouer? Vous avez déjà vu ça? Le chef de l'État l'a dit. Mais nous qui sommes dans des laboratoires, en train de supputer sur les chiffres, en train de faire l'arithmétique électorale, c'est à notre tour peut-être d'habiller la déclaration du chef de l'État. S'il l'a dit, sur quoi s'est-il fondé ou sur quoi se fonde-t-il pour arriver à cette conclusion-là? Moi, je vous dis, sans exagération, les petites hypothèses que nous avons eu à évoquer, en tout cas, le chef de l'État a toutes ses chances, en dehors des réalisations,
il a toutes ses chances pour gagner les élections de 2023. En dehors de ces réalisations, le chef de l'État a toutes ses chances. Monsieur Gilbert Moïka, vous avez dit ici que vous croyez en Denis Kadima, mais qu'est-ce que... Non, je vais donner une précision, parce qu'apparemment, vous n'êtes pas sûr. Vous savez, il y a d'abord un fait, c'est que en Afrique, en général, et en République démocratique du Congo, le vote, il est tribal. Voilà. N'oubliez pas cela. Et si je prends le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est de l'espace Kasaï. Et moi également, je suis de l'espace Kasaï. Il est de l'ethnie, bon, merci. Et il est de l'ethnie Luba. Ouais. Je crois que c'est cela. Et quand vous allez dans l'espace Kasaï, vous allez vous rendre compte, par exemple, qu'il y a, selon évidemment l'annexe à la loi portant attribution de sièges, je crois, de 2018, dans l'espace Luba, il y a 1543 groupements. Alors, la base naturelle du chef de l'État, c'est 869 tribus. Il faut, évidemment, pour ceux qui travaillent autour de ça, il faut un grand travail pour arriver à maximiser, que tout ce monde-là s'enrôle et vote pour le chef de l'État. Moi, je ne vais pas vous donner mes calculs à moi, mais tout calcul fait, et je prends le chiffre le plus bas. Si chaque tribu donne X nombre d'enrôlés, le chef de l'État, rien que chez lui, il aura au moins une réserve de voix de 8 960 000 voix. Rien qu'au Kasaï. Rien que dans son espace, dans sa tribu. Si tout le monde se mobilise pour son vote. Je ne vais pas vous donner évidemment mes formules. Sinon c'est tout le monde qui va... Et en termes de pourcentage, ça pourrait être à combien? En termes de pourcentage? Non, là je ne calcule pas encore en termes de pourcentage. Ouais. Mais référez-vous à son score de 2018 et vous allez voir que rien que dans sa tribu, s'il refait le même score, évidemment il y aura encore, parce qu'il y a des alliés, il y a d'autres personnes, s'il refait le même score, il a toutes les chances de gagner. Et ça, je parle uniquement de sa tribu. Mais autour du chef de l'État, il y a des alliés. Et j'ai déjà fait des calculs. Ces alliés-là, par rapport à leur groupement, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme masse de voix pour assurer la victoire du chef de l'État? J'ai déjà fait tous ces calculs-là. Alors, vous avez fait tous ces calculs, messieurs Gilbert Moïka. Ici, vous évoquez le contexte tribal et vous dites que rien par sa tribu... C'est le vote, ce n'est pas moi. Oui, mais... Ça a été constaté. Tous les experts savent que le vote en Afrique, et particulièrement au Congo, il est tribal. Voilà, dans le contexte tribal, vous dites que le chef de l'État a déjà la chance. Est-ce que vous pensez que dans ces mêmes contextes, au regard de vos calculs, est-ce que vous pensez que ceux-là vont donner la chance au chef de l'État, surtout au regard de ses réalisations, parce que lui a mis au premier plan ses réalisations comme atout pour son élection de 2023. Mais écoute, je crois que le chef de l'État cherche à conserver le pouvoir. Et comme je vous ai dit, les élections antérieures, je crois que vous avez constaté, si évidemment vous êtes attentif par rapport à cela, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui se présente dans sa circonscription électorale, il glane le voix, il fait 60 000 voix. Il est élu député. Mais celui qu'il soutient comme président de la République, peut-être fait 20 000 voix, ou même 15 000. Nous avons des chiffres. Là, c'est pour confirmer que le vote, il est d'abord tribal. Et le chef de l'État, c'est tout à fait normal. Il y a d'abord sa base sociologique qui va l'accompagner. Ça n'a rien à faire. Et je vous dis qu'à partir de la base sociologique, il y a déjà une réserve de voix conséquente qui pourra permettre qu'il puisse remplir. Ça clair et net. Ce qui reste maintenant pour lui, c'est de se déployer ailleurs, à travers ses alliés. Se déployer ailleurs. Et puis, il y a également une arithmétique électorale dans ce sens-là. S'il se déploie ailleurs, il aura besoin peut-être juste de 12 millions de voix pour déjà avoir la majorité absolue, c'est-à-dire que pour les 42 millions, je crois, d'électeurs attendus,
C'est ce que Kadima avait annoncé, je crois 40 ou 42 millions. 42 millions. Donc si le chef de l'État a déjà 22 millions de voix, il est au-delà de la moitié plus 1, donc son élection est déjà assurée. Les élections, ce n'est pas de la supputation. Vous avez vu le cas du Kenya, où le vieux Raila Odinga, très populaire. Et dans sa popularité, il a même entraîné le président sortant, qui est allé l'appuyer plutôt que d'appuyer son vice-président. Oui, William Ruto. Il était partout, tous les sondages c'était Raila Odinga. Ruto a travaillé dans le calme. Et je vous dis que c'est ça la procédure, parce que nous sommes également en contact avec les experts du Kenya pour voir comment ça s'est passé là-bas. Aujourd'hui, je suis en contact avec le Brésil pour demander à nos collègues qui sont là-bas comment ça s'est passé, comment est-ce que Bolsonaro a pu déjouer tous les pronostics. Mon cher frère, les élections sont des calculs, les élections sont des stratégies. Les élections, ce n'est pas le blablabla. Ce ne sont pas les meetings. Vous allez au meeting, excusez-moi de citer, le parti X, vous allez voir. Et là, vous voulez citer Martin Fayoulou. Non, pas du tout. Hein. Vous savez, je crois quand même que c'est une grande émission ici. Oui. Moi, je ne viens pas pour parler des hommes. Très bien. Je ne viens pas pour parler des hommes, loin de moi. Merci. Mais tous ces meetings que vous voyez, cette semaine, tel a été à Massina, il a parlé, tel autre a été à Ndjili, tel va aller au stade tel jour. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont à tous ces meetings-là, ça vous le savez. Oui. Et quand vous regardez, pour la plupart, ce sont des jeunes gens qui ne sont même pas électeurs à l'horizon. Ce sont eux qui remplissent les stades. Le problème, c'est des matinées politiques où vous arrivez à convaincre des gens sur votre projet de société. Et ça commence à venir. Ça commence à venir. Donc, cette histoire de meeting, vous avez vu au Kenya, disais-je, ça n'a pas rapporté. Ça n'a pas rapporté. Vous avez vu au Brésil, Lula était partout, tout feu, tout flamme, et Bolsonaro devait être battu, déjà au premier tour, mais ils vont tous au deuxième tour. Et on ne sait pas qu'est-ce que le deuxième tour va nous réserver au Brésil. Il faut faire très attention. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre votre magazine CML chez vous. Aujourd'hui, nous revenons essentiellement sur la question électorale en 2023 pour la République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous avons reçu pour vous M. Gilbert Mouika. Il est analyste en matière électorale, justement. Alors, M. Gilbert, on parle organisation des élections en RDC. Où se situe le doute? Moi, je ne vous ai pas dit qu'il y avait un doute quelque part. C'est vous qui parliez de doute. Justement, pour ce Congolais, c'était la position de l'opposition. Pour ce Congolais qui doute à ce jour, où est-ce que ça peut se situer? Sur base de quoi ils craignent que la RDC n'ait pas ou n'aille pas aux élections en 2023? Peut-être chat échaudé. Peut-être chat échaudé. Attendons la réalisation. Parce qu'il n'y a pas un autre organe qui peut venir nous dire il y aura élection, il n'y aura pas élection. Il n'y a que la CENI. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Non. En tout cas, oui, par précaution peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas de doute. Pour autant que la CENI s'est prononcée. Ok, très bien. Alors, s'il faut un peu parler de la matière sécuritaire, là, je vois Bunagana. Aujourd'hui, on nous parle d'une république dans une république parce que déjà, ils sont en train d'utiliser leur monnaie et autres, on impose une autre langue là-bas. On peut aller aux élections sans Bunagana, c'est possible? Je vais être bref. D'abord, le chef de l'État a dit qu'on va récupérer Bunagana. Ça ne vient pas de moi, ça vient du chef. Au cours de la même interview. Ça, c'est une partie du Congo. On ne peut pas laisser des gens venir s'aventurer pour dire non, nous avons coupé le Congo et consorts. Rappelez-vous du serment de Lumumba. D'où se situent certaines inquiétudes. Alors, non, vous avez demandé si on peut aller aux élections sans Bunagana. Tout dépendra évidemment de l'environnement politique de 2023. Mais je sais qu'en Espagne, par exemple, il y a eu également des élections. C'est un pays très développé. Il y a eu également des élections sans le Pays Basque. Parce qu'il y avait des bruits de bottes là-bas. On trouvera toujours une solution. C'est une obligation constitutionnelle. Et je pense qu'au niveau de la hiérarchie, il y aura des solutions pour que les élections aient effectivement lieu en 2023. Et que ça prenne Bunagana en compte. Alors, pensez-vous qu'à ce stade... Avec Bunagana,
Je ne l'ai pas dit sans Bunagana. Justement. Parce que le chef de l'État nous a rassuré qu'on va récupérer Bunagana. Et je crois qu'il y a également des pourparlers, même sur le plan international, il y a également des pourparlers pour que... D'abord, notre souci, c'est qu'on récupère Bunagana sans coup de fusil. Mais puisque les autres résistent, bon, ce n'est pas à nous, c'est pas le Congo qui déclare la guerre à ces gens-là, c'est plutôt eux qui nous déclarent la guerre. Alors, nous, on se les a traité. Oui, monsieur Gilbert, vous êtes trop optimiste en ce qui concerne les propos du chef de l'État, surtout. Bien sûr, c'est le seul chef que nous avons, il n'y a pas de chef d'État. Et c'est lui le garant de la paix, voilà. Bien sûr, c'est lui le garant de la nation. Ok. Alors, monsieur Gilbert Mouika, est-ce qu'on peut parler, je dirais, dans des élections, de scrutins qui s'organisent ici en RDC, s'il faut parler de scrutins passés et actuels, on parle de revivre les mêmes expériences fort malheureusement. Depuis la présidence de monsieur Félix Tshisekedi, il est en train de procéder autrement. Il est en train de tailler sa route à sa manière. Est-ce que cette façon à lui de faire, parce qu'il nous rassure des élections en 2023, parce que aussi il fait confiance au président de la CENI, on peut dire qu'il est en train de créer sa propre marque au cours de son règne, de sa présidence? Mais dans n'importe quel pays du monde, un chef de l'État qui ne rassure pas, on n'a pas besoin de lui. Vous comprenez? Ici, chez nous, le chef de l'État nous rassure. Il dit on ira aux élections. Quand il le dit, il sait que Bunagana est occupé. Il le sait. Mais quand il dit qu'il y aura élection, c'est-à-dire qu'il y a d'autres raccourcis, il y a d'autres formules qui vont être appliquées pour que finalement Bunagana participe également au vote en décembre 2023. Vous comprenez? Donc, je suis un peu mal à l'aise quand vous doutez de ce que les autorités disent. Et je ne sais pas, alors vous allez puiser le contre-argument où? Et avec quelle valeur ces contre-arguments-là? Vous les amenez avec quelle valeur? Je ne sais pas. Monsieur Gilbert, nous ne sommes pas contre. On essaie justement parce que nous savons que vous êtes analyste en matière électorale. Je sais que c'est pas vous. Justement, on essaie de réfléchir comme tout Congolais à ce stade. Je comprends, oui. Et voilà pourquoi vous êtes là pour justement nous aider à apporter des éclairages. C'est pourquoi on dit que vous êtes, je crois, le 4e pouvoir ou quelque chose comme ça. Le 4e pouvoir, exactement. Alors, il faut rassurer la population. Ensemble, ce que nous sommes en train de faire avec vous. Très bien. Alors, monsieur Gilbert Mouika, ici tout à l'heure, vous aviez, au regard de vos chiffres évoqués dans le contexte tribal, vous avez dit que le chef de l'État, en tout cas, est dans le monde déjà, dans le contexte tribal. Ouais, dans le contexte 10 millions de voix déjà. Très bien. Dans les contextes. C'est question d'être prudent au regard de l'intelligence électorale qui est en train d'être mise en place. Là-dessus, évidemment, il y a le président Laurent Batumona Kandikan, je crois que vous le connaissez très bien. Il est président du FPAE, il est président du MSC, Mouvement de Solidarité pour le Changement. En tout cas, autour de lui, il y a des experts qui sont en train de travailler. Il a même il a pris des bureaux quelque part où les experts travaillent nuit et jour pendant que les autres opèrent dans des chaînes de télévision. Gagner aux élections, ce n'est pas de la commisération. Très bien. Alors, monsieur Gilbert Mouika, prenons cette fois-ci le contexte aux réalisations du chef de l'État sur le terrain, parce que d'ailleurs, lui-même a parlé de ses réalisations. Il a évoqué ici la gratuité de l'éducation, il a également évoqué la gratuité de soins, les infrastructures, il a surtout parlé du fabuleux et ambitieux programme de développement à la base de 145 territoires, au regard de vos chiffres, bien sûr. Est-ce que vous pensez que ces réalisations peuvent faire en sorte que le chef de l'État puisse, au-delà du contexte tribal, gagner les élections? Et vous savez qu'il y a une grande fracture sur le plan des infrastructures dans notre pays. Et quand quelqu'un vient déjà avec un programme, c'est qu'on a dénommé le programme de 145 territoires, programme de développement local, à la base. Ouais, de 145 territoires. Mais il faut d'abord le féliciter par cette volonté-là, de vouloir casser cette fracture-là. Il faut d'abord le féliciter par rapport à ça. La réalisation, je crois que... Est-ce que le féliciter parce que seulement il a mis... c'est-à-dire il a voulu que ce projet puisse... Il a initié ce projet, voilà. Ou le féliciter parce que ce projet est réalisé, doit être réalisé?
Mais je ne sais pas comment il faut vous répondre, mais ce projet va être réalisé parce que le budget, il est là. Et ce qu'on appelle les agences d'exécution et tout ça. Je crois qu'on a dépassé cette étape-là. Vous voulez encore quoi? Non, M. Gilbert, parce que la crainte ici, M. Gilbert, non, s'il vous plaît, notre crainte est légitime, M. Gilbert Mouika, parce qu'on a une jurisprudence ici avec le régime passé de Kabila qui nous a vanté ici le programme de 5 chantiers, qu'on ne connaît pas aujourd'hui comment le situer, le programme de Boukamalo aujourd'hui qui a créé un problème à Tatakoni en justice. Vous connaissez très bien, c'est pas à moi de vous le rappeler, M. Gilbert. Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas émettre de crainte sur le programme de 145 territoires, bien qu'il y a un budget pour ça? Comparaison n'est pas raison. Vous savez, réaliser des projets, ça part d'abord d'un rêve. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un long voyage commence toujours par un premier pas. Voilà. Ça commence toujours par un rêve. Et puisque c'est un rêve, les gens vont douter. Mais je crois que pour les 145 territoires, on a dépassé l'étape des rêves. Parce qu'il y a déjà des réalisations. On a réuni les agences. Il y a eu appel d'offres. Je crois qu'on avait lancé un appel d'offres. Oui, les enveloppes ont déjà été ouvertes, donc le choix a déjà été fait. Les gens sont là prêts à commencer. Et je crois qu'il y a déjà de premiers paiements, parce que je ne suis pas de très près, mais je sais que on a dépassé la première étape. Maintenant, nous sommes en pleine réalisation. Nous sommes en pleine réalisation. Donc, ceux qui doutent, mais même Jésus-Christ, Thomas, qui était avec Jésus-Christ. On lui dit Jésus-Christ est ressuscité. Il dit non, ce n'est pas vrai. Il voit Jésus-Christ, il va devant lui et il dit non, c'est pas lui. Monte ta chemise là. Je vais voir si vraiment réellement c'est Jésus. Voilà, justement. Les saints Thomas, ils vont toujours exister, ils vont aller jusqu'au bout, mais quand ils verront leur réalisation, c'est alors qu'ils se diront oui, nous avons un président de la République qui promet qu'il réalise. Parce qu'on parle du programme de développement à la base de 145 territoires, les opposants disent que c'est une sorte de campagne électorale que le président a lancée de façon indirecte. Donc, si je dois acter ce que vous dites, le président ne devrait rien faire parce qu'il y a campagne électorale devant, ou qu'il y aura campagne électorale devant. Il a lancé ça quand d'abord? C'était comme on le dit en latin, une tempore non suspecto, quand il a lancé ce programme. Et la campagne électorale, lisez la Constitution. Il y a un timing. La Constitution détermine quand est-ce que débute une campagne électorale. Jusque-là, c'est lui qui est le chef de l'État en poste. Mais il ne va pas travailler pour dire non, si j'essaye de toucher à ça, les gens vont me critiquer, ils vont dire que c'est la campagne. Donc attendons d'abord la campagne. Cette campagne électorale va nous servir à quoi? Il travaille. À la fin, les gens vont apprécier son travail. Si c'est un bon travail, bon, ça sera un plus, évidemment, dans ce qu'il aura à dire dans ses discours de campagne. Où est le problème? Mais du moins, tant qu'il est le président, il doit continuer à travailler jusqu'au dernier jour de son mandat. Alors, M. Gilbert Mouika, j'étais en train ici d'évoquer la crainte, parce que je vous ai ici parlé du projet de Kabila. Vous avez dit que la comparaison n'est pas raison. Revenons avec le projet 100 jours du chef de l'État qui a créé de problèmes en justice. On a vu, tel a été arrêté, tel autre a été arrêté. Est-ce que vous pensez que notre crainte n'est pas légitime au regard de ce projet? Surtout, le chef de l'État dit que c'est un fabuleux et ambitieux programme de 145 territoires, de développement à la base des 145 territoires. Si seulement, M. Gilbert Mouika, le projet 100 jours a créé de problèmes et nous sommes allés en justice, il y a eu des gens qui ont été arrêtés, est-ce que vous pensez que pour ce projet, il n'y aura pas aussi d'autres problèmes, d'autres dossiers en justice pour ça? Mais écoutez, nous ne sommes pas dans le monde de perfection. Il peut y avoir des ratés, mais ce projet sera réalisé. Quand vous évoquez le projet de 100 jours, chez moi, il y a un adage qui dit dans la poche d'un idiot, on introduit sa main qu'une seule fois. Parce que la deuxième fois, il va prendre des précautions. Je crois que dans le montage du projet de 145 jours, mais on doit avoir tenu compte également des expériences passées. Vous voyez, il y a des garde-fous certainement qui ont été mis en place. Si avec les 100 jours, on est allé directement avec les organes de l'État, mais maintenant, on a impliqué par exemple les agences d'exécution, vous comprenez, qui n'ont rien à voir avec les institutions de l'État. Ça, c'est déjà une précaution. Et ça démontre le sérieux qu'on tente de mettre
dans la réalisation de ce projet. Je crois que toutes ces craintes, évidemment, elles sont légitimes, c'est tout à fait normal que quelqu'un puisse douter, mais attendez, vous allez voir la réalisation. Et M. Gilbert Moïka, le chef de l'État, a aussi parlé de la gratuité de l'éducation de base. Aujourd'hui, des réactions de partout, des enseignants et autres, bien qu'il y a augmentation de salaire, comme ça se vend presque partout, mais il y a aussi certains enseignants qui se plaignent, et surtout les nouvelles unités qui se plaignent, qui n'ont pas touché jusque-là à leur salaire. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État peut aujourd'hui prendre la gratuité de l'enseignement comme un atout pour aller avec ça aux élections? Mais il et surtout qu'il y a aussi de regrets là de la part de certains enseignants. Mais c'est tout à fait normal. Vous savez, quand on est, on ne marche pas le même jour. Dieu le Père, qui a créé le monde, qui vous a créé, vous et moi, il n'a pas créé le monde en un seul jour. Il est même dimanche, il est allé se reposer. Vous comprenez? Il est allé se reposer. La gratuité de l'enseignement, ça c'est une réalité, elle est palpable. Ça, évidemment, en passant, il faut féliciter les efforts du ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Il faut le féliciter. Je sais que tout le monde veut la perfection dès le départ. Oui, ça c'est un souhait qui est tout à fait normal, tout à fait légitime. Mais nous sommes des humains. La perfection n'est pas de ce monde. Mais du moins pour la gratuité de l'enseignement, je ne sais pas. C'est parce qu'un enseignant, il y a un retard de paiement là-bas, on dit non, il n'a pas été payé, donc la gratuité de l'enseignement n'existe pas. Allez poser des questions aux parents. Et surtout non, les parents parlent de la qualité. Voilà. La qualité, ça veut dire que vous allez remettre en cause la qualité de l'enseignement, par exemple au collège Boboto, au collège Elikia, je ne sais pas moi, vous allez remettre ça en cause. Alors, M. Gilbert, vous êtes sans ignorer aussi, depuis l'instauration de cette gratuité, il y a eu des situations de mouvements de grève. Oui, mais de grève parce que tout le monde voudrait avoir ce qu'il attend, hic nunc. Je veux le salaire, il est enseignant. Malheureusement aussi, là, il faut comprendre que, en principe, le ministère du Travail doit faire son travail pour déterminer la tension salariale. On n'en est pas encore là, malheureusement. Quand on parle des salaires, et puis quelqu'un qui vient et dit, moi, chez moi, j'ai augmenté les salaires d'autant, mais en vertu de quoi? Ça aussi, c'est un problème. Et c'est ça qui amène les désordres, justement. Où les gens pensent que non, si je n'ai pas un bon salaire, c'est parce que mes chefs sont de mauvaise foi. Alors que ce n'est pas ça. Mais les salaires, d'abord, l'argent, ça vient d'où? C'est de la production, c'est le travail. Plus il y a la production, plus on vend bien, plus nous avons l'argent. Plus il y a patrouille financière, plus il y a des recettes qui augmentent. Mais oui, il faut féliciter ici l'inspecteur général Jules Alinguete, ça n'a rien à faire. J'espère que vous avez la dernière information, je ne sais pas si elle est vraie. Pour les recettes qui ont, je ne sais pas quel terme il faut, mais c'est maintenant au pic. À la DGRAD ou DGDA, je crois, à Kasumbalesa. Vous comprenez? Et tout ça, c'est grâce à l'apport de Jules. Et puis, même, vous savez, nul n'est prophète chez soi. Forbes vient de reconnaître les efforts de Jules Alinguete avec toute son équipe. Oui. Il a primé. Mais il a été primé. Voilà. Mais c'est vous qui ne voyez pas ça. Alors, quand je dis vous, c'est-à-dire nous, les Congolais. Monsieur Gilbert, oui, c'est vrai, les Congolais ne voient pas ça parce qu'ils ont besoin aussi que l'assiette puisse être remplie. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que tout le monde est pressé. C'est vrai, on va vanter tout le monde est pressé. Tout le monde est pressé. Pressé. Quand le voisin achète une voiture IST, l'autre dit, mais pourquoi lui acheter et pas moi? Mais il ne voit pas dans l'entretemps quels sont les paramètres de comparaison. Il ne voit pas ça. Tout le monde veut avoir ce que le voisin a le même jour. Mais le pays ne va pas marcher comme cela. Et ce n'est pas, évidemment, à l'État de suivre toutes ces caprices. On va y aller mollo jusqu'à ce que la situation sociale, surtout, va s'arranger pour chacun de nous. Alors, M. Gilbert, vous avez dit que tout le monde est pressé, mais tout le monde est pressé par rapport aux promesses du chef de l'État. Il a promis que je vais donner $1 million par mois à chaque enseignant. Congolais de millionnaires, phare congolais vers le Congo, l'Allemagne d'Afrique. Il a promis surtout aux policiers, voilà. Tout à fait normal. Le policier va s'acheter de voitures, de véhicules, de maisons et autres. Est-ce que vous ne sentez pas que c'est par rapport à toutes ces promesses que le Congolais est pressé aujourd'hui? C'est tout à fait normal que les chefs de l'État promettent. Je vous ai dit que tout part d'un rêve. Voilà. Quand nous parlons du programme de développement local de 145 territoires, oui.
Mais ça fait partie de ce rêve-là. Et c'est petit à petit, avec ces genres de projets, il y aura encore d'autres projets pour améliorer la situation de chacun de nous. Mais dans sa vision globale, il dit, je veux faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Et maintenant, il est en train d'y aller étape par étape. Étape par étape, oui, monsieur Gilbert, mais il tend déjà vers la fin de son mandat. Heureusement que vous êtes une femme, je vais vous dire une chose. Vous savez, une femme le matin, elle se réveille en retard alors qu'elle doit déposer les enfants à l'école. Et avant d'aller à l'école, les enfants doivent manger. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare le gâteau, elle met les ingrédients et tout, elle met dans le four. Et pour que ça soit bien grillé, on lui dit il faut que ça mette 10 minutes. Elle regarde la montre, 10 minutes, ça sera vraiment tard. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au four, elle augmente les degrés de cuisson. Dit non, comme ça va aller plus vite et tout. Et quand elle a augmenté le degré de cuisson, en 2 minutes, elle a sorti le gâteau et le gâteau était tout noir. Les enfants n'ont pas mangé et ils ne sont pas allés à l'école. Ne cherchez pas à ce que ça s'applique au niveau national. Allons-y mollo, c'est notre pays. On ne va pas déplacer les frontières. Les jours où ça marche, avec tout ce que le chef de l'État est en train de mettre en place, chacun se retrouvera. Allons-y, mollo, c'est ce que j'ai retenu, M. Gilbert. Je répète ma question. Le chef de l'État tend déjà vers la fin de son mandat. Oui. Et en une année qui reste et quelques mois, oui. Est-ce qu'il sera vraiment en mesure de mettre toutes ses promesses en marche? Il n'a pas dit qu'il mettrait toutes ses promesses en marche au cours de son premier mandat. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se bat pour avoir un second mandat. Il a donné toutes ses promesses pour dire aux gens, voici le paquet à travers lequel nous allons nous développer, à travers lequel chacun va se retrouver. Et ces paquets-là, nous devons maintenant aller à la réalisation. Et la réalisation, ça demande du temps. Nous y allons mollo mollo. Il peut ne pas terminer tout ce qu'il a promis, mais le pouvoir public, vous connaissez le principe de la continuité des services publics de l'État, celui qui viendra après va certainement continuer parce que ce sont des bons projets que le chef de l'État aura entamés. Justement, d'accord. Et dans ces projets, il y a quand même lancé cette année la gratuité de soins, mais on assiste là présentement à la grève de médecins. Qu'est-ce qui se passe, M. Gilbert Mouika? Oui, mais je crois que les médecins sont en grève non pas parce que le chef de l'État a décrété la gratuité. Je crois que c'est l'accouchement. Hein? Oui, ce n'est pas à cause de ça qu'ils sont arrêtés. Non. Mais ça, c'est un paramètre. Ça intervient au même moment. Oui, mais il n'y a pas de problème. Du moins, la gratuité a été décrétée pour la santé dans ce cadre-là. Ça a été décrété et ça va être réalisé. Avec quel impact du moment où les blouses blanches sont restées à la maison? Ils ne partent pas travailler. Mais oui, mais vous savez, nous sommes africains. Il y a ce qu'on appelle la palabre africaine. J'ai entendu le Premier ministre, Sama Lukonde, je crois, hier ou avant-hier à l'université de Kinshasa, dire que, bon, oui, il y a des grèves ici, mais si je viens, c'est parce qu'il y a des solutions. Ça dit que dans l'entretemps, les gens vont se parler et on va trouver des solutions. Alors, M. Gilbert Mouika, une dernière question, parce que, Tania, mais final que nous sommes à la fin, vous aviez ici évoqué le contexte tribal et aussi, j'avais voulu qu'on puisse parler du contexte de ces réalisations, au regard de toutes ces réalisations qu'il a lui-même citées, qu'on a évoquées l'une après l'autre. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État, vraiment, il est partant pour gagner les élections en 2023? Mais allez poser la même question là, à ceux qui bénéficient de ces réalisations. Allez sur les Lingessa, posez la question au riverain des Lingessa. Aujourd'hui, les maisons ont une valeur ajoutée de ces côtés-là. Tout ce qu'il est en train de faire pour désengorger, par exemple, les embouteillages au niveau de Kinshasa et tout ça. Mais les gens lui disent merci de temps en temps. Allez à l'intérieur du pays, vous voyez tout ce que le chef de l'État a réalisé. Mais vous voulez que je cite ça ici ou qu'on fasse quoi? Je crois que vous et moi, nous sommes tous témoins de ce que le chef est en train de faire. Mais les gens voudraient que le président Tshisekedi fasse le tout en une seule fois. Je viens de vous dire que même Dieu le Père, il est allé graduellement. Même Dieu le Père est allé graduellement. Donc c'est un faux procès. C'est un faux procès. Et nous sommes pour la plupart des chrétiens, même les musulmans, nous tous nous croyons en un Dieu. Et je crois qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui avait dit, même si vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moins à mes réalisations. Voilà. Je crois qu'il peut nous prêter cela pour le cas du président Tshisekedi également. Très bien. Merci beaucoup. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Gilbert Mouika, votre dernier mot.
Bien, le dernier mot, évidemment, c'est vous dire que préparons-nous pour les élections, ça n'a rien à faire. Nous sommes en train de travailler par rapport à... Nous faisons des projections, qu'est-ce qui va arriver, comment ça doit arriver. Évidemment, quelqu'un qui est dans un laboratoire ne fait pas de bruit. J'ai voulu vous rendre la politesse parce que vous m'avez invité, c'est comme ça que je viens. Et je m'excuse parce que je ne peux pas mettre à votre disposition tous les calculs ou toutes les formules que nous mettons en place pour voir comment est-ce qu'on peut gagner une élection. Et voilà. Donc, que tout le monde se calme. Il y aura élection en 2023. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le président de la CENI à travers le président de la République, chef de l'État. Et vous les appuyez en tant qu'analyste en matière électorale. Nous sommes obligés d'accompagner toutes les bonnes volontés politiques pour que finalement nous vivions en paix dans ce pays. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Je vous en prie. Alors, comme à l'accoutumée, cette émission est co-présentée avec Nathan Kianza, à qui j'ai dit merci également. Merci beaucoup, Tania, et merci à messieurs Gilbert Mouillé. Je vous en prie. Merci. Alors voilà, c'est complètement la fin de cette émission. Messieurs, dames, merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve le vendredi. On sera avec un nouvel invité et une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien. Mais je tiens quand même à souhaiter un heureux anniversaire au pasteur Moïse Tatoukila. Plein de succès à vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.